Les indices boursiers sont vraiment au contact d'un énorme pivot technique, les indices US et les indices européens. Bienvenue au Top Gun de ce lundi 5 décembre 2022. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver en ce début de mois. Dernière ligne droite avant la fin de l'année, il reste deux temps forts fondamentaux d'ici les fêtes de fin d'année pour le marché action. Et puis nous avons sous les pieds un rebond d'un mois et demi. Un sacré rebond. Et désormais, d'ailleurs un rebond qui interroge sur sa composante fondamentale. Le rapport NFP, le rapport sur le marché du travail américain publié vendredi dernier, est symptomatique de l'état d'esprit actuel du marché, du mindset, comme disent nos grands amis britanniques. Un bon chiffre, actuellement, crée de la pression vendeuse sur les actions. Me direz-vous, c'est pourquoi ? Un bon chiffre macroéconomique, ce sont des perspectives de bénéfices ? Eh bien non, actuellement, un bon chiffre, c'est lu comme inflationniste. Et l'ennemi numéro 1, c'est l'inflation. D'ailleurs, le bear market de 2022, c'est un bear market d'hyperinflation et de hausse des taux d'intérêt. Pas de perspective de baisse des bénéfices. Peut-être que ce sera le cas en 2023. Il faut bien comprendre l'articulation actuelle du marché. Vous savez, un tableau vaut mieux que tous les blablas. Et, bon, je blablate peut-être un peu trop. Eh bien, c'est pour ça que je vous ai préparé un tableau synthétique, ou synthèse, si vous voulez, qui fait le topo. Et d'ailleurs, comme je vous ai préparé ça, on va faire de l'analyse technique. 4100 points le S&P 500, 4000 points l'Eurostock 50. Les frontières chartistes, des plafonds en béton armé au-dessus de la tête du marché action. Pour dépasser ça, est-ce qu'on va les dépasser avant la fin de l'année ? Ça me paraît tellement trop bullish comme scénario. Il faut bien avoir conscience de ça. Les indices américains et européens sont alignés, sous résistance extrême. Seuls des fondamentaux peuvent permettre de les dépasser. Alors on attaque, c'est parti. Bienvenue donc à ce nouveau Top Gun que vous pouvez suivre au format podcast en suivant exactement le même titre sur la plupart des plateformes d'écoute. Dans cette vidéo, vous allez bien sûr découvrir l'articulation fondamentale actuelle entre probabilité de récession et inflation. Tout est là, vous devez comprendre ça. Et je dis, ce n'est pas le mindset de long terme, c'est le mindset actuel. Et je pense que l'année prochaine, il y aura un passage de témoin. Lorsqu'on va désinflationner, j'invente un verbe, pardonnez-moi, il y aura la thématique de la récession. Et l'impact des chiffres sera différent. Il faut bien comprendre ça. Et ensuite, on va dans l'analyse technique. Je vous ai rassemblé les données de sentiments, de flux, chartistes, enfin tout, pour comprendre l'étonnant rebond depuis un mois et demi et l'incertitude actuelle que l'on voit à travers les datas institutionnels et des particuliers. Bon. Alors, le marché du travail américain reste extrêmement solide. Si vous voulez, chers amis, le rapport NFP qui a été publié vendredi dernier incarne à lui tout seul l'état d'esprit actuel du marché. Un rapport NFP, donc le rapport américain sur le marché du travail, qui a démontré que le marché du travail américain restait solide, pas de hausse du taux de chômage, des créations d'emplois, une hausse des salaires 2 fois supérieure aux attentes, un bon chiffre, et donc plutôt favorable à l'économie américaine, qui logiquement écarte la probabilité d'une récession. Pour le moment, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière où j'ai traité en 30 minutes en tout cas ma sélection d'indices de probabilité d'une récession. Donc je ne vais pas refaire le sujet, je vous ennuierai. Et donc, le marché, ce bon chiffre a généré une pression vendeuse. Mais certains se demandent pourquoi. Parce que un bon chiffre est inflationniste. Il faut bien comprendre ça actuellement. Tout ce qui est inflationniste crée de la pression vendeuse. C'est d'abord l'inflation et ensuite la probabilité d'une récession. Actuellement, ce n'est pas les deux côte à côte. Il y a une articulation avec un classement. Mais ça va changer. Je pense qu'il y aura un passage de témoin l'année prochaine. Alors, je voulais d'abord commencer par vous rappeler ça. On va passer directement sur la plateforme. Le marché actuel. Le marché baissier de 2022. Alors, vous avez sous les yeux un graphique qui juxtapose
Alors, en bleu pointillé, le rendement obligataire à 2 ans de l'État fédéral américain, et en bougie japonaise hebdomadaire, l'indice S&P 500, le All-Time History Index. Sur TradingView, il y a vraiment tout. Alors, le bear market de 2022 n'est pas... Le bear market de 2022 n'est pas... il n'est pas un bear market de révision en baisse des bénéfices. Il est un bear market de l'intégration de la hausse verticale des taux d'intérêt. Cette hausse verticale des taux d'intérêt étant liée à une inflation hors de contrôle. C'est ça, en fait, c'est tout. D'ailleurs, les anticipations de bénéfices restent perchées tout en haut. Bon, ce qui continue de m'étonner, mais on verra bien. Les dieux de la bourse savent la suite. Ils auront peut-être raison, et j'espère d'ailleurs au final. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. J'essaye de lutter contre mon optimisme naturel en essayant d'être factuel. Parfois, c'est difficile. Donc, voilà. Et donc c'est un marché baissier de hausse des taux et d'inflation. C'est ça qui compte. Ce qui permet de comprendre que le bon chiffre du marché du travail vendredi, étant inflationniste, il a dans un premier temps produit une pression baissière. On est quand même remonté, mais on se maintient sous les résistances techniques. Est-ce qu'on va les dépasser ou pas? On verra bien. Vous savez, ceux qui vous disent à 99% « je sais ce qui va se passer », mais ils ne sont pas dans l'analyse, ils sont dans l'ego. L'ego est l'ennemi de l'analyse. Enfin, et l'ennemi de beaucoup de choses en général. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Ne nous écartons pas. Donc, vendredi dernier a été publié le rapport NFP aux États-Unis. Alors, regardez bien ici ce que j'ai fait pour vous. J'ai rassemblé, j'ai affiché le taux de chômage aux États-Unis et j'ai affiché historiquement toutes les récessions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les récessions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sont exposées sur ce graphique. Les récessions économiques réelles des États-Unis. Toutes, sans aucune exception, à 100%. Une récession économique réelle a toujours été validée par une envolée du taux de chômage. Voici actuellement les dernières, celles de notre siècle, la bulle spéculative de l'Internet 2.0, la crise financière, la récession du Covid, et nous sommes revenus tout en bas, mais il n'y a toujours pas de rupture haussière sur le taux de chômage. Me direz-vous, tant mieux, mais tant mieux pour les gens. Tant mieux pour l'humanité. Mais le marché, lui, qui a une logique un peu fofolle, nous dit que c'est inflationniste. Oui, effectivement. C'est un peu triste d'ailleurs, quand on y réfléchit. Ce que veulent faire les banques centrales. Créer de la désinflation. Alors, elles nous diront que l'inflation est un mal encore plus important que le chômage. Bon, ça c'est un sujet presque moral, philosophico-moral, si vous voulez. En tout cas, c'est comme ça que les chiffres sont interprétés. Le taux de chômage reste au plus bas. Et donc, c'est inflationniste. Et donc, vous avez eu, vendredi, d'abord un rejet et on a clôturé tout en haut. Mais ça, c'est pour des raisons techniques sur lesquelles j'arrive. Donc, le bear market de 2022 est un bear market de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation. Et donc, c'est pour ça que vous devez comprendre que les bons chiffres produisent plutôt de la pression baissière. Bon, un tableau vaut mieux que tous les blabla. Donc, je vous ai préparé un tableau synthétique de la façon dont les fondamentaux doivent être actuellement lus. Bien sûr, ça ne va pas durer des mois, c'est le mindset actuel. Les deux thèmes du moment, le régime des prix, les taux d'intérêt, inflation, taux d'intérêt, et la probabilité d'une récession. Comment ça s'articule? Typiquement, par exemple, vendredi dernier, nous avons eu, je vais zoomer sur le tableau, voilà, on y verra plus clair. Nous avons eu vendredi dernier un bon chiffre, bon, c'est pas grave, nous avons eu, si, je vais zoomer, on va faire ça propre, voilà. Nous avons eu vendredi dernier un bon chiffre du marché du travail américain. C'est-à-dire que la probabilité d'une récession est en baisse. Et l'inflation est toujours à un niveau haut et stable. Un pacte baissier. À l'heure actuelle, la thématique de l'inflation des taux d'intérêt domine la thématique de la probabilité d'une récession. Mais ça va changer en 2023. Imaginons maintenant que nous ayons que la désinflation se confirme. Alors d'ailleurs, c'est le slide d'après, il reste deux temps forts fondamentaux d'ici la fin de l'année, dont l'inflation. Vous savez, pour confirmer une tendance fondamentale, il faut deux agrégats consécutifs. Alors c'est bien, on a eu en octobre le ralentissement de l'inflation, on verra pour novembre, c'est publié en décembre.
si ça se confirme, on pourra peut-être parler de désinflation. Si on entre en désinflation, l'impact des chiffres économiques va changer. Pourquoi ? Parce que la valorisation d'une action en bourse, la valeur des indices boursiers, c'est d'abord le rapport aux bénéfices. Mais actuellement, non, c'est d'abord l'inflation. Mais lorsqu'elle sera vaincue, on va revenir au concept initial, de base, source, le rapport aux bénéfices, les anticipations de bénéfices. Donc, si par exemple la désinflation se confirme avec le chiffre qui est attendu le 13 décembre prochain aux États-Unis, et que on a un bon chiffre économique, c'est-à-dire une probabilité de récession en baisse, il y aura un impact haussier parce que l'inflation sera en partie vaincue et que la baisse de la probabilité d'une récession augmente, oui, les anticipations de bénéfices, vous avez raison. Donc, voilà, alors sur cette articulation des fondamentaux, j'y reviendrai régulièrement. Donc voilà exactement actuellement où nous en sommes, et c'est le mindset actuel du marché. D'ici la fin de l'année, il reste 2 temps forts, 2 chiffres économiques majeurs. Alors, sur la semaine qui commence, il y a des choses intéressantes, mais d'ici la fin de l'année, retenez 2 dates. Mardi 13 décembre, l'inflation à la consommation aux États-Unis pour novembre. Après la baisse d'octobre, il faut confirmer pour avoir une tendance. Et surtout, mercredi 14 décembre, oui, le 14, la dernière décision de politique monétaire de l'année de la Réserve fédérale des États-Unis, avec la mise à jour des projections macroéconomiques et la mise à jour des anticipations de taux terminal de la Fed. Alors, si tous ces termes vous paraissent un peu alambiqués, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière où j'ai traité le sujet. En fait, généralement, j'en parle chaque lundi dans le Top Gun. Ces 2 dernières dates formeront la tendance de fin d'année. Et ça tombe bien, les indices boursiers ont rejoint un pivot technique énorme, que ce soit à Wall Street ou en Europe. Et donc il est temps de parler maintenant d'analyse technique. Il y a quelque chose qui m'a complètement marqué. Vous savez, moi, quand j'analyse les marchés, lorsque j'analyse les marchés, j'ai mon approche prime-momentum, sentiment, des facteurs, des systèmes analytiques comme le système Ishimoku, les vagues d'Elliott, et j'associe tout. Mais la dynamique des flux et du sentiment m'interpelle. Et donc je me suis posé la question depuis le 13 octobre dernier, vous savez, le bear trap du S&P 500 et depuis la remontée de 20% des indices boursiers, surtout en Europe, quelle a été l'évolution du sentiment du marché ? Notamment, vous savez, le sentiment des traders particuliers qui sont... C'est une analyse contrarienne, car 80% des particuliers perdent en bourse. Donc il faut faire le contraire de ce qu'ils font dans une phase de tendance. Et donc, dans cette remontée du marché, s'il y avait une envolée des positions longues des particuliers et qu'on atteigne le niveau historiquement élevé des positions longues, c'était le moment de shorter. C'est toujours comme ça. Et inversement, eux, les institutionnels, étaient dans le bon sens. Eh bien, quelle a été ma surprise lorsque je suis allé chercher ce week-end la mise à jour des chiffres, que ce soit les particuliers ou les institutionnels, il y a eu une explosion du sentiment, à votre avis ? Neutre, oui. Il y a eu une explosion du sentiment neutre. C'est quasiment inédit dans l'histoire boursière. S'il y avait eu une explosion du positionnement long des particuliers, moi je vous aurais dit, shortez la résistance. Mais non, c'est une explosion du sentiment neutre. Je vais vous montrer les chiffres. Ça m'interpelle encore maintenant. Ce sentiment neutre qui explose. Alors... je suis allé chercher les données sur le site de l'Association américaine des investisseurs particuliers, l'AAI. C'est des données qui sont publiées chaque semaine. Eh bien, regardez depuis donc la mi-octobre. Alors, je vous remontre quand même de quoi je parle. Je parle de ce rebond depuis le bear trap du jeudi 13 octobre au niveau actuel, qui est un rebond de 15-20%. C'est un rebond que l'on retrouve aussi sur les indices boursiers européens, qui eux aussi sont... Regardez l'Eurostoxx 50, mais c'est incroyable ce rebond. D'ailleurs, il y avait le wedge, mais bon, ça voilà. Il y avait les divergences, ok, très bien. Bon, il n'y a pas de... On ne fait pas d'analyse après coup ici. Les divergences ont fonctionné, c'est très bien. Bon, moi je estime que le RSI c'est le meilleur indicateur technique. Mais bon, chacun a ensuite son point de vue. Regardez. Les positions longues, elles ont même baissé. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé au contraire depuis la mi-octobre ? Une explosion des positions neutres. 35% de positions neutres.
Ça vous paraît pas important, 35% de position neutre? Eh bien, je vais vous le démontrer. Je suis allé vous chercher la moyenne historique du positionnement haussier, neutre et baissier. La moyenne historique du positionnement neutre, c'est 30%. Nous sommes 5 points de pourcentage au-dessus de la moyenne historique du positionnement neutre. C'est quasiment inédit. J'ai regardé, j'ai repris plusieurs mouvements importants. Voici les datas. Nous sommes actuellement à 35% de position neutre. La moyenne historique est à 31,5%. C'est fou. Ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. Oui, vous m'avez bien entendu. Ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. Nous sommes sous des pivots techniques énormes en Europe et aux États-Unis. J'y arrive dans 2 minutes, la partie analyse chartiste. Ça m'aurait arrangé que les particuliers soient excessivement acheteurs. J'étais certain de shorter la résistance. Et bien là, non. Ils sont excessivement neutres. Ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. Et les institutionnels, les mains fortes, que font-elles? Eh bien, elles sont restées toujours aussi liquides qu'avant. Elles ont presque pas, en termes d'allocation d'actifs, j'ai les datas qui sont ici, depuis 1 mois et demi, la part des actions dans les portefeuilles n'a pas augmenté. La part du cash est restée tout en haut. Et selon la dernière enquête de la Bank of America, qui est une enquête mensuelle publiée chaque milieu de mois, les institutionnels, après 20% de rebond, nous disent on surperforme encore, on overweight la part du cash dans le portefeuille. Ils n'y croient pas. Donc on est sous résistance majeure, on a 20% de rebond. Les particuliers sont archi-neutres et les institutionnels ont gardé tout leur cash. Alors justement, comment ça s'interprète? Ils n'y croient pas. Mais peut-être que si on titille la résistance, ils ont tellement de cash qu'ils vont peut-être allouer le cash aux actions. Ou au contraire, ils n'y croient pas, on va recouler. Comment lire ça? C'est ça qui est passionnant. Il y a plusieurs interprétations. Moi, je vous pose la question. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc les datas sont ici. La dernière étude de BofA pour novembre 2022. C'est incroyable comme ils continuent d'allouer leur allocation au cash. Alors maintenant, on va parler d'analyse technique pour les indices boursiers européens et américains. Ils sont tous au contact de pivots techniques majeurs. Ce qu'il faut bien d'ailleurs avoir en tête, c'est l'écrasement de la volatilité depuis 1 mois et demi. Vous en avez ici la preuve avec l'indice VIX qui est retombé au contact de son point d'accélération à l'époque de la crise sanitaire. C'est pas rien. Alors on va regarder ça en direct. Au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si mon travail vous intéresse. Pour le marché action américain, pardonnez-moi. Pour le marché action américain, je vais prendre l'indice S&P 500. Et pour les actions européennes, l'Eurostoxx 50, qui est le contrat futur le plus tradé par la finance institutionnelle. J'ai beaucoup d'amis gérants. Actions, pour un portefeuille classique action, la façon de se couvrir, bien sûr, avant d'abord, ce sont les options, acheter des options put, mais c'est aussi shorter le contrat futur Eurostoxx 50, qui a un volume 10 fois supérieur à celui du DAX, lui-même ayant un volume 15 fois supérieur à celui du CAC 40. Donc c'est vraiment le contrat futur Eurostoxx 50. Il est sous résistance extrême, comme le S&P 500. Et nous y voilà, sous ces niveaux, alors qu'on attend 2 gros chiffres le 13 et 14 décembre, l'inflation US et la Fed. Que va-t-il se passer? Quel scénario envisager? Ça va dépendre des fondamentaux. Quelle articulation des fondamentaux? Je vous ai montré ça en début de slide, en début d'émission. Vous avez dans la timeline, j'ai tout chapitré. Donc ça vous permet de revenir à la partie qui vous intéresse. Alors, regardez le S&P 500, en données hebdomadaires à gauche, en données journalières à droite. Après avoir rebondi le short squeeze du 13 octobre sur 50% de retracement de tout le rallye du bear market, on revient au contact de cette pattern d'élargissement. Vous savez, il y a des gens, il y a certains analystes, mais je vous en ai déjà parlé, qui ont une vue hyper bullish, qui nous disent que c'est une figure de continuation haussière. Peut-être. C'est possible si on désinflationne et qu'il n'y a pas de récession. Si on désinflationne, bon j'arrête, j'ai inventé un verbe, si la désinflation se confirme et que le marché évite la récession, oui, on sortira par l'eau. Ça me paraît trop exagéré. Regardez en journalier, on est au contact de ces 4100 points. Mais qu'est-ce que c'est surtout 4100 points? Eh bien, regardez bien. Il s'agit du point bas du 24 février dernier. Qu'est-ce que c'était le 24 février dernier?
le déclenchement de la guerre en Ukraine. Non seulement c'est un énorme niveau technique, et en plus on peut le lier à une donnée géopolitique. Et donc fondamentale, vu l'impact que ça a eu. Regardez bien, le point bas du 24 février, 4100 points, rejoint le haut de ce qui serait une pattern de continuation ou une résistance technique extrême. Qu'est-ce que vous faites ici ? On short pas. S'il y avait eu 90% d'haussiers, moi je shortais sans problème. Mais avec l'explosion du sentiment neutre, je suis perdu. Idem l'Eurostock 50. L'Eurostock 50 que vous avez en haut à gauche en données hebdomadaires. Regardez où est-ce qu'il est. Non, l'Eurostock 50, pardon. Au contact de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. Regardez, épaule tête-épaule. Il est au contact de l'épaule tête-épaule. Les 4000 points, on est dessus. On est partout sous résistance technique. Les indices boursiers sont sous résistance technique extrême. Moi, je pense que pour dépasser une telle résistance, il faut une donnée fondamentale impactante. La seule façon qu'on dépasse ça, c'est que le chiffre du 13 décembre nous montre la confirmation d'une forte désinflation. Sinon, il y aura un rejet énorme. Alors, les scénarios possibles... Bon, écoutez... Scénario possible. Tout le monde peut le faire. Le plus bullish, dépasser, pullbacker et remonter sur les records historiques. Le plus réaliste, moi celui que j'ai tendance à défendre, est celui d'une phase latérale sous la résistance. Voilà. Comment j'envisage les choses. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Top Gun de ce 5 décembre. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner d'abord, à le liker, à le partager. Excellente semaine à tous. Merci.